Que vaut la souveraineté européenne quand une partie de ses infrastructures numériques, financières, énergétiques, militaires repose sur des acteurs extérieurs, au premier rang desquels les États-Unis, et quand, sur d'autres secteurs clés, l'Europe se découvre aussi dépendante d'autres puissances, notamment la Chine. Cette dépendance n'est pas seulement un fait économique, elle peut devenir un levier de pression, l'objet d'une sanction, le cœur même d'un rapport de force, le motif peut-être d'une guerre à venir. Alors, comment l'économie européenne peut-elle se sevrer des États-Unis et comment éviter de remplacer une dépendance par une autre, notamment chinoise? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Elvire Fabry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directrice du programme Commerce et sécurité économique à l'Institut Jacques Delors. Vous avez signé pour cet institut la note intitulée L'arsenal de défense commerciale de l'Union européenne contre l'impérialisme de Trump. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. Pourquoi il me semble qu'il est très important, et ça ne date pas d'aujourd'hui, d'avoir en Europe des acteurs européens qui puissent gérer, contrôler, traiter l'ensemble des données des entreprises européennes. Parce que j'ai constaté dans ma vie que ceux qui maîtrisaient, qui traitaient ces données, s'octroyaient bien souvent des avantages extraterritoriaux. Je pensais en particulier aux États-Unis, pour être très clair, notamment avec la loi à la suite du Patriot Act. Et dans cette société qui vient, il est absolument essentiel que nous puissions regagner notre souveraineté. Et donc, c'est pour moi un enjeu absolument majeur que d'avoir en Europe 1, 2, 3 acteurs qui gèrent les données de nos entreprises et de nos concitoyens selon nos règles. La voix de Thierry Breton, on l'écoute et en l'écoutant, on se dit, un peu comme tout le monde, au fond, ces dépendances aujourd'hui, elles sont dangereuses pour l'Union européenne. Mais je voudrais que l'on regarde, Elvire Fabry, vers le passé pour commencer. Il fut un temps où ces dépendances étaient appelées interdépendances et elles étaient utiles entre alliés justement pour permettre la construction d'un monde commun et d'économies communes. Oui, nous sortons d'une série de décennies, j'ai envie de dire 30, 40 ans d'intégration internationale et surtout une accélération de cette intégration, notamment depuis l'entrée de la Chine à l'OMC, en 2001. Et avec la Chine, c'était aussi toute l'Asie du Sud-Est. On se souvient des Tigres, les pays maintenant de l'ASEAN, le Sud-Est de l'Asie, qui maintenant sont des vraies puissances commerciales. Je pense à la Corée notamment. Et cette intégration, elle était basée sur une répartition, une spécialisation de la production à travers le monde, encadrée par des règles qui se sont renforcées. Et il faut bien rappeler que le terme de libre-échange, en fait, n'a pas beaucoup de sens, parce que pendant un certain nombre d'années, on cherchait à réduire les droits de douane, mais depuis 2007-2008, on va dire, la moitié de la première décennie du XXIe siècle, on a au contraire signé des accords qui introduisent beaucoup plus de règles, qui encadrent la protection de la propriété intellectuelle, le secteur des services, le secteur des biens, la protection, en l'occurrence pour les accords européens, la protection des indications géographiques pour tous les produits agricoles. Donc ce sont plus de règles plutôt qu'un libre-échange tel qu'on l'a connu peut-être davantage dans les années 80-90 quand on cherchait essentiellement à réduire les droits de douane. Mais vous parlez des 30-40 dernières années. Je me souviens, moi, de mes cours d'économie, de Ricardo notamment. On nous expliquait bien que la spécialisation par pays, que la théorie des avantages comparatifs devait inciter les acteurs commerciaux, notamment les États, notamment les nations, à se spécialiser, à laisser d'autres pays qui produisaient mieux qu'elles, d'autres biens, à s'en charger justement et à délaisser la production de certains biens. Il y a donc au cœur de la théorie économique, j'allais dire, cette nécessité de spécialiser selon les pays ? On en a tiré parti. Le consommateur européen comme le consommateur américain, on va dire toutes les vieilles puissances industrielles qui ont délocalisé une partie de leur industrie pour des biens de consommation courante. On peut penser à l'habillement, mais bon, tout l'équipement aussi, le petit électroménager. On s'était habitué quand même facilement à pouvoir consommer ces produits qui étaient fabriqués notamment en Chine, mais aussi au Vietnam, en Malaisie et ailleurs. À des prix bien moins élevés,
et qui ont quand même transformé complètement la vie d'une classe moyenne qui avait émergé en Europe. Maintenant, le problème est complètement différent quand on a affaire à une économie comme la Chine, et qui aujourd'hui n'est pas simplement en capacité de produire une technologie de base, mais monter en puissance, c'est doté d'une capacité d'innovation colossale, et notamment d'une rapidité d'innovation très performante, et qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est montée en capacité de fabriquer, de maîtrise même, et déjà de leadership de technologies numériques, de technologies de décarbonation, qui ont commencé à préoccuper déjà les Européens depuis plusieurs années. C'est-à-dire que là, on est aujourd'hui dans une phase critique d'analyse de nos dépendances, mais ça fait déjà 10 ans que nous sommes centrés sur ces dépendances, notamment vis-à-vis de la Chine. Simplement, aujourd'hui, on bascule vers le côté américain. Alors analysons ces dépendances, les dépendances de l'Europe à l'égard des États-Unis pour commencer, et entamons cette discussion par le numérique. Je cite le journal Le Monde: le niveau de dépendance de l'Europe envers les services numériques d'entreprises américaines est vertigineux. Celle-ci capte 83% des dépenses liées aux logiciels et services cloud à usage professionnel en Europe, soit 265 milliards d'euros par an. Que pensez-vous de cette situation? Quel terme poser? Certains évoquent le terme de colonialisme de la part des États-Unis, colonialisme numérique sur l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Totalement. Alors, quand on parle de colonialisme numérique, on fait référence à l'inféodation, d'une certaine façon, des économies qui dépendent d'un autre pays. En l'occurrence, c'est les États-Unis, essentiellement. Parce que la Chine a elle-même développé sa capacité de production de technologies numériques très performantes, et ils ont l'équivalent des GAFAM, mais c'est essentiellement pour la Chine. Alors que les GAFAM, donc les grandes plateformes et les géants de la tech américaine, en fait, approvisionnent le reste du monde. Donc en fait, cette colonisation numérique, elle est valable pour l'ensemble du monde, avec une possibilité pour ces géants de la tech, en fait, d'utiliser complètement les données du reste du monde, ce qu'évoquait Thierry Breton, et qui est l'or noir de l'économie de demain, puisque la maîtrise de ces données va permettre d'accélérer encore plus la capacité d'innovation à travers l'utilisation de l'intelligence artificielle, des supercalculateurs, le calcul quantique et autres. Il y a les données, mais il y a aussi une dimension physique, matérielle à cette dépendance. Dans le numérique, il y a aussi des infrastructures, des câbles, des logiciels, des data centers qui ont une présence physique sur le territoire européen. Là aussi, comment caractériser cette dépendance ? Jusqu'à ce que, je dirais, on regardait les États-Unis comme le partenaire historique qui était même le garant de notre sécurité en termes de sécurité dure, donc sécurité militaire. On a vu s'accroître notre dépendance, notamment au cloud, à la capacité de stockage de toutes nos données, mais également, en effet, à tous les logiciels que l'on utilise au quotidien, que ce soit les tableaux Excel, toutes les entreprises reposent sur ces logiciels. Très concrètement, ça veut dire que des entreprises américaines stockent les données françaises, toutes les données que nous utilisons dans les administrations, dans les entreprises ? Alors, nous avons au cœur de la réglementation européenne une préoccupation qui est justement la protection des données personnelles. Et on a mis en place déjà depuis plusieurs années ce système qu'on appelle RGPD, qui d'ailleurs a été repris par d'autres pays à travers le monde, notamment le Japon. Mais on a eu des années de tension déjà avec les États-Unis au nom de l'accès aux données pour des raisons de sécurité nationale que les États-Unis voulaient pouvoir conserver. Aujourd'hui, le problème est encore différent, qui est que puisque maintenant on est passé à un terrain de coercition économique où les instruments de dépendance économique ou tous les vecteurs de dépendance économique, que ce soit les échanges commerciaux ou en effet l'approvisionnement en certaines technologies critiques, peut être utilisé à des fins politiques, cela signifie qu'il ne faut pas aujourd'hui exclure la possibilité qu'une administration comme celle de Donald Trump puisse éventuellement
pourquoi pas restreindre l'accès à nos données qui sont stockées ou s'octroyer la possibilité non seulement d'accéder à ces données, mais aussi de les utiliser. Autre champ de dépendance, le secteur bancaire maintenant. Je voudrais vous faire entendre la voix d'Aurore Lalucq. Elle est présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Notre fragilité aujourd'hui, elle est là. Quasiment tous nos systèmes de paiement aujourd'hui sont américains. Donald Trump peut les couper du jour au lendemain. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait sur la Cour pénale internationale pour mettre la pression sur nos juges et sur notre État de droit. Je dois vous avouer mon inquiétude quand j'entends le discours de la présidente Ursula von der Leyen, puisqu'il n'y a pas un mot sur les armes européennes, il n'y a pas un mot sur le numérique, il n'y a pas un mot sur les systèmes de paiement. Donc j'ai une demande très précise à la Commission européenne. Je vous demande en urgence d'organiser une réunion dans les semaines à venir, la semaine prochaine, pour créer un Airbus des systèmes de paiement. Ça coûte pas cher, on parle d'une dizaine de millions d'euros. Mais le reste, pardon, aujourd'hui, c'est de la poésie. La dépendance française et européenne en matière bancaire, elle repose par exemple sur 2 entreprises américaines, Visa et Mastercard. Voici ce que disait un rapport de la Banque centrale européenne qui a été publié l'an dernier. En 2022, les systèmes de paiement internationaux par carte représentaient approximativement 61% des transactions par carte dans la zone euro. C'est une dépendance importante tout de même là encore. C'est une dépendance colossale. Et à ça, il faut rajouter SWIFT, le système de paiement mondialement utilisé. Et c'est un point de dépendance que justement la Chine avait bien identifié, puisqu'elle elle a commencé elle-même à s'équiper de son propre système de paiement, SIPS, qui pour le moment est encore essentiellement utilisé en Chine, mais qui déjà va lui permettre en fait de réduire sa dépendance au système SWIFT, en sachant très bien qu'elle risquait elle-même de se faire couper un jour de l'accès à ces systèmes de paiement. Alors, il faut quand même, si je puis dire, pour réagir aux commentaires au propos d'Aurore Lalucq, rappelons que le discours de Davos, la rencontre de Davos date d'il y a quelques jours, donc ça n'est pas du jour au lendemain que l'on va inventer ce nouveau système européen, mais il s'agit bien, en effet, de prendre la mesure de l'urgence et de mettre en place une initiative au niveau européen dans ce domaine, comme, encore une fois, le cloud. Et puis, vous avez évoqué tout à l'heure énergie, défense. On a bien d'autres dépendances. Et c'est ce niveau d'urgence qu'il faut aujourd'hui faire remonter très haut dans l'agenda politique. Sur nos moyens de paiement, il faut aussi préciser que cette dépendance à l'égard des États-Unis s'accroît. À chaque fois qu'on utilise Apple Pay ou Google Pay, c'est là aussi des systèmes américains qui nous permettent de payer ce que l'on doit. Elvire Fabry, je voudrais maintenant qu'on passe peut-être à la question des solutions. Comment faire face à cette dépendance? Comment tenter de l'amoindrir? Comment diminuer l'exposition de l'Europe et de la France? Est-ce qu'il faut d'abord, c'est ce qu'on entend régulièrement, créer dans chacun de ces secteurs, la défense, le spatial, le bancaire, le numérique, créer des champions européens? Est-ce que c'est cela l'enjeu fondamental pour diminuer cette dépendance? Oui, il nous faut des champions européens, parce qu'à l'heure actuelle, on voit bien que la tentation des États membres, c'est de prendre des initiatives sur le terrain national. Et notre principal atout au niveau européen, c'est de miser sur l'économie d'échelle du marché intérieur, du marché européen. C'est-à-dire se coordonner. C'est-à-dire un très très grand marché de 500 millions de consommateurs qui veut permettre d'amoindrir les investissements premiers. Exactement. C'est-à-dire que si on mise sur une demande à l'échelle du marché européen, on voit bien que c'est un levier fondamental pour que nos startups se développent, que tous les investissements soient plus rentables. Et il faut éviter d'avoir des doublons entre États membres. C'est important d'avoir de la concurrence, bien entendu. Et il faut rappeler que côté chinois, il n'y a pas simplement énormément de subventions, il y a énormément de concurrence. Donc il nous faut une stimulation d'innovation et de concurrence très forte. Mais dans certains cas, je dirais que l'enjeu n'est pas tellement le cœur de la technologie elle-même. Là encore, des systèmes comme Mastercard ou Visa
c'est surtout qu'elles ont pris une situation de monopole telle qu'il nous faudrait des investissements rapides et massifs pour pouvoir développer une capacité européenne. C'est très important, Elvire Fabry, l'argument que vous venez de soulever, celui de faire face au fractionnement du marché européen. C'est un point que soulevait également le rapport de Mario Draghi, par exemple, dans le secteur des télécommunications. Il y a 27 États européens, 27 États membres de l'Union européenne, plus exactement, et 27 en grande entreprise de télécommunications, en tout cas 27 marchés des télécommunications, ce qui ne nous permet pas de faire émerger un grand champion des télécommunications européen. Est-ce que je veux dire, comment on fait face à cela, face à la barrière des langues, face à la barrière des législations, comment faire naître des champions dans ce domaine par-delà les frontières ? Mais à ce stade, on voit bien qu'on a besoin d'un saut d'intégration. On a sous le pied, avec notre marché unique, un potentiel de réserve encore pour la croissance économique qui est totalement sous-exploitée. On a vu la croissance européenne quand même non seulement stagner, la productivité baisser. On a affaire au sein du marché européen encore à beaucoup de barrières. Évidemment dans le secteur des services, mais aussi dans le secteur, dans le secteur des biens. Et comme vous l'évoquez là, à travers le secteur de toute la télécommunication, en allant vers plus de fusion, plus d'harmonisation, mais rapidement. C'est-à-dire qu'on n'a pas 10 ans, on n'a pas 15 ans. Encore une fois, il faut véritablement changer de pied et engager cet approfondissement, car sinon, ce que l'on risque là, c'est vraiment une fragmentation. C'est bien ce que Donald Trump a clairement fait comprendre et ce qui est inscrit maintenant dans la stratégie de sécurité nationale américaine. C'est une ingérence politique, c'est s'en prendre au système même de la solidarité européenne. Et pour pouvoir être en mesure de relancer une politique industrielle dans des secteurs stratégiques, de redévelopper une capacité de financement, il nous faut aussi prendre des initiatives sur l'harmonisation du marché des capitaux, aller chercher l'épargne pour pouvoir l'investir dans l'économie réelle, dans des projets industriels. Et là, ça demande aussi un changement d'état d'esprit pour les Européens. Mais j'insiste, je suis peut-être un peu pessimiste, Elvire Fabry, mais quand on voit les sommes, les montants qui sont investis en Chine et aux États-Unis sur l'intelligence artificielle, par exemple, rien que durant l'année 2025, Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon et Apple ont prévu de dépenser jusqu'à 400 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, des sommes qui sont absolument inaccessibles pour des entreprises européennes et même pour l'investissement public peut-être. Alors comment faire face à cela une nouvelle fois ? En effet, les chiffres que vous évoquez évoquent une montagne. Déjà un tel déséquilibre que il ne s'agit pas de s'engager dans une logique de rattrapage et dans tous les domaines, de miser d'abord dans les secteurs dans lesquels on est bon. Il se trouve que par exemple dans le calcul quantique, y compris en France, on est bon. Donc là, il faut développer nos capacités et miser aussi sur une stratégie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'indispensabilité stratégique, c'est-à-dire se rendre indispensable dans des chaînes de valeur pour finalement jouer de nos interdépendances aussi de manière plus stratégique. C'est-à-dire que là, on a évoqué nos dépendances à l'économie américaine, mais non seulement ces géants de la tech sont très dépendants à notre marché parce qu'ils ont besoin d'accéder à nos données, et donc on a quand même un levier dans ce secteur-là, et puis les États-Unis sont dépendants aussi au marché européen et à certaines technologies européennes dans d'autres secteurs, et y compris d'ailleurs dans le secteur pharmaceutique pour certains composants et certains médicaments qui ne sont pas produits aux États-Unis. Il faut que l'on joue de cette interdépendance. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, c'est beaucoup plus risqué, mais il faut retrouver une position il faut qu'on retrouve pour nous une position de confiance aussi, croire dans nos capacités, non seulement à développer nos propres technologies, mais aussi à redévelopper des capacités de financement et finalement à pouvoir être aussi en mesure de nous affronter aux États-Unis. C'est-à-dire utiliser l'instrument anti-coercition
que l'on a en soute, que l'on peut utiliser. On n'a encore jamais mobilisé. Qu'on n'a encore jamais mobilisé parce qu'on s'en est doté en 2023. Mais il faut créer les conditions aussi de cette stratégie anti-coercition. Il faut aussi peut-être alors que je tempère mon pessimisme, si je vous suis. La dépendance à la Chine maintenant, si on tourne notre regard, cette dépendance, elle est d'une différente nature. Elle est peut-être plus structurelle, plus ancienne. Comment la caractériser, la dépendance encore une fois de l'Europe à l'égard de la Chine ? Je dirais ce qui nous différencie fondamentalement, c'est que nous sommes dépendants des capacités de défense américaines. Ce n'est pas le cas vis-à-vis de la Chine. Nous sommes aujourd'hui très intégrés à l'économie chinoise parce que toute notre consommation courante est faite de production chinoise. Les chaînes de valeur sont liées à la Chine. Les chaînes de valeur sont liées à la Chine, tous les composants. C'est beaucoup les composants, c'est-à-dire que même dans toute la manufacture européenne, il y a énormément de composants chinois. Le vrai problème aujourd'hui, le plus sensible, et dont se saisit aujourd'hui la Chine, c'est notre dépendance aux terres rares, pas que les terres rares d'ailleurs, les minerais critiques raffinés, parce que la Chine a le grand monopole du raffinage au monde, et elle préparait, si je puis dire, elle se préparait déjà à utiliser ce levier de manière plus coercitive. Elle a suspendu sa mesure, mais d'ici quelques mois, à la fin de l'année, elle demandera aux entreprises qui veulent importer des terres rares chinoises, de livrer le pourcentage, les données d'utilisation, pour quel objectif elles utilisent ces terres rares. Ce qui va permettre à la Chine d'établir une cartographie, finalement, de ce dont les entreprises ont besoin et donc de ce dont elles font. C'est le cœur du secret technologique et commercial. Et c'est encore un risque. Là, c'est vraiment un risque imminent pour lequel il faut se préparer. Et je dirais que de manière plus large, nous sommes aujourd'hui très dépendants de la Chine. Nous risquons de le devenir beaucoup plus, encore une fois, dans les années qui viennent, alors que la Chine est en train d'accélérer sa capacité d'innovation, je l'évoquais tout à l'heure, et y compris dans le secteur pharmaceutique, où aujourd'hui, elle est capable pas simplement de produire une nouvelle molécule, mais 30 à la fois et de manière très rapide. Ça a été annoncé il y a quelques jours, les progrès faits dans la lutte contre le cancer, ça n'est que le début. Donc, encore une fois, Mais est-ce que c'est grave, ça, par exemple, cette dépendance dans le domaine de la lutte contre le cancer ? On peut se dire, après tout, une innovation mondiale, elle bénéficie, en tout cas aux pays qui ont les moyens d'y faire face, mais elle se répandra tout autour, non pas de la planète, mais au moins jusqu'en Europe. Non, pourquoi c'est une mauvaise nouvelle ? Que la Chine soit innovante pour lutter contre le cancer, la Chine, comme n'importe quel autre pays, c'est une formidable nouvelle. C'est d'abord, dans le secteur de la médecine, c'est formidable. Et on peut espérer que le secteur pharmaceutique, la médecine, soit sanctuarisé. Mais à l'heure actuelle, soit sanctuarisé de tout risque de coercition. À l'heure actuelle, on a quand même compris aussi qu'il n'y avait pas grand-chose qui était à l'abri de la coercition. Et quand on voit l'espèce de divorce qui est profond, qui est identitaire, qui est existentiel, je dirais, qui est en train d'avoir lieu entre l'Europe et les États-Unis, puisqu'il s'agit encore une fois de notre défense face à la menace russe, c'est ça dont il est question. Il ne faut exclure aucun scénario. Et en tout cas, se projeter beaucoup plus dans le futur et adapter nos débats politiques aussi à ces enjeux. C'est-à-dire qu'on est beaucoup... aujourd'hui, tous nos débats, notamment en France, ont été très orientés sur la dépense. Réorientons nos débats politiques un peu plus sur la réflexion économique et sur la façon dont on doit s'organiser, se mobiliser pour faire face à ces défis. Le paradoxe que vous pointez, Elvire Fabrice, c'est qu'en cherchant à accélérer la décarbonation, la lutte contre le changement climatique, l'Europe, l'Union européenne, même a renforcé sa dépendance à l'égard de la Chine. Vous nous expliquez ce chemin de pensée ? On s'est donné des objectifs très clairs de lutte contre le changement climatique, une mobilisation au niveau européen qui est basée sur des réglementations, des échéances, ne plus acheter de véhicules thermiques à telle échéance. Pendant ce temps-là, la Chine avançait très vite en termes de production de technologies vertes.
au point qu'elle est devenue, on le sait déjà depuis pas mal d'années, le leader sur les panneaux solaires, pour les véhicules électriques, mais également les éoliennes, les pompes à chaleur et autres. Donc pour accélérer notre transition vers la décarbonation, aujourd'hui, nous sommes en train de dépendre de plus en plus de technologies chinoises, au point où ces technologies sont vendues, je dirais, avec des prix qui sont tellement plus intéressants que ce que l'on produit en Europe, que c'est en train d'exercer une concurrence... Une forme de dumping. Une forme, oui, parce que ces technologies côté chinois ont été produites à base de subventions massives, concurrence très dure, mais aussi subventions massives. Et donc, il y a un déséquilibre de conditions de concurrence qui non seulement exercent une pression très forte sur notre industrie européenne, mais vont conduire à une dépendance de plus en plus forte, justement, à des approvisionnements chinois, ce qui n'est pas bon. Dumping, c'est-à-dire pression à la baisse, notamment sur les coûts. Merci beaucoup, Elvire Fabry, économiste, directrice du programme Commerce et Sécurité économique à l'Institut Jacques Delors. Vous avez signé pour ce même institut l'arsenal de défense commerciale de l'Union européenne contre l'impérialisme de Trump. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation, Léa Racine.